Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à approfondir nos notions de cybersécurité. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit challenge dans la continuité de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur le Swagger UI et l'utilisation de la commande curl. Alors, comme d'habitude, on va se connecter sur Scilab Security Academy. Vous avez l'URL en haut. On va dans le menu Learn, Challenge Library et vous allez arriver sur cette page pour ceux qui ne sont pas encore habitués. On va filtrer sur les challenges web, difficulté easy. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au challenge qui s'appelle Crack the Gate numéro 1, donc littéralement casser la porte. Alors, une petite traduction, donc nous sommes en plein milieu d'une enquête. Une personne, un joueur de CTF visiblement, aurait caché des données sensibles quelque part sur le portail web. Donc ils ont réussi à découvrir que ce joueur se connectait avec ce mail-là, mais malheureusement, on ne connaît pas le mot de passe. Il semblerait aussi qu'un développeur a laissé une sorte de porte dérobée pour rentrer dans le site. Est-ce que vous réussirez à le trouver? Eh bien, on va essayer en lançant le jeu tout de suite. Donc, je lance l'instance. Voilà, on obtient un lien vers un site. Ok, alors ici, on sait déjà que le login c'est celui-là puisqu'on nous le donne. Donc je vais tout simplement le copier. Voilà. Alors j'essaye par exemple de copier le password, je mets la même chose que l'email. Bon, ça marche pas. J'essaie de rien mettre dans le password. Ah, c'est obligatoire. Je vais mettre test ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Bon, ça marche pas. On peut pas deviner facilement. Alors, comme d'habitude, allons voir le code source de la page. Qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve notre formulaire ici, HTML, classiquement avec le mail, le password. On retrouve un petit script ici. Ok, alors qu'est-ce qui fait ce petit script? Il récupère l'objet login form, qui est le formulaire. Il lui ajoute un écouteur d'événements. Il écoute l'événement submit, et quand on fait un submit, il va faire tout le traitement qui se passe ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à construire une sorte de dictionnaire avec email, la valeur du champ email, password, la valeur du champ password, et après, il va utiliser la fonction fetch. Alors, la fonction fetch en JavaScript va permettre d'aller faire un appel HTTP asynchrone euh, vers une URL. Donc, il faut préciser l'URL. Alors ici, on ne précise pas l'URL en entier, on va préciser une URL relative, c'est-à-dire par rapport à là où on est. On est ici, donc quand on fait un fetch sur slash login, c'est qu'en fait on va essayer d'aller ici. Voilà. On précise la méthode utilisée, donc là c'est un post. On précise les headers. On indique ce qu'on met dans le body. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le body? Visiblement, on transforme notre petit dictionnaire, la forme data, en un JSON. Ça, stringify d'une chaîne, c'est pour, enfin d'un objet, c'est pour transformer l'objet en une chaîne JSON. Quand on reçoit la réponse, on transforme la réponse en JSON et on va chercher dans les données de la réponse. Alors d'abord, on affiche dans les logs les données de la réponse et on va chercher, on va vérifier si la valeur du champ success est à true. Quand on fait if quelque chose sans mettre de égal, c'est comme si on testait directement que la valeur de quelque chose est un booléen. Donc if data.success, c'est en fait équivalent à if data.success égale true. Donc si c'est le cas, dans ce cas-là, on a un login successful et on affiche le champ flag des data. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on n'a pas mis le bon mot de passe, on a un valid credential, c'est ce qu'on a obtenu juste avant. Ok, donc ça c'est ce qui se passe quand je clique sur le bouton login. Bon, ben, on est bien avancé avec ça, mais pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. Alors, on va regarder ce qui se passe un petit peu dans l'outil de développement, comme d'habitude. Je nettoie tout ça. Je vais dans Network et j'essaye. Voilà, donc il me dit invalide credential, bon, on s'y attendait. Donc il a essayé d'atteindre la page login, on le savait, en faisant un post, on le savait aussi.
et il nous dit erreur 401 unauthorized. Ok, bon, il n'y a rien de bien particulier là-dedans. Alors par contre, regardons ce qu'il a envoyé comme payload. Donc le payload, c'est la charge utile, c'est ce qu'il a envoyé. Et on voit qu'effectivement, il a envoyé eh bien, un petit morceau de JSON qui a été construit à partir des données saisies dans le formulaire. Donc c'est bien cohérent avec ce qu'on a vu ici dans le body de la requête. Il a bien envoyé un JSON comme on s'y attendait. Bon, malheureusement, la réponse, c'est qu'on n'a pas accès. Par contre, on voit que la réponse, elle est bien formalisée en JSON aussi, avec deux champs, un qui s'appelle success et un deuxième qui s'appelle error. Donc ici, quand il fait data.success, il va chercher en fait la valeur qui se trouve ici et qui est à false. Celle-là. Et puis, si jamais elle avait été à true, il y a fort à parier qu'il y aurait eu une valeur ici, flag, avec la valeur du flag. C'est pour ça que là, quand il fait data.flag, ça l'aurait affiché. Bon, c'est pas le cas pour nous puisqu'on n'a pas eu le bon, bien, on n'a pas eu le bon mot de passe. Alors, comment faire? Eh bien, quand on parcourt un petit peu ici la page, on se rend compte qu'il y a ici un commentaire étrange qui pourrait bien être un indice. Alors déjà, le développeur, il a mis un truc bizarre ici, on verra après ce que c'est, mais il nous indique que, que ce commentaire est à effacer, to be removed, c'est à effacer, avant d'envoyer en production. Alors là, il faut être un petit peu familiarisé avec le vocabulaire des équipes de dev. Généralement, dans une entreprise, quand on crée un logiciel ou disons une application web, il y a plusieurs environnements. Il y a d'abord l'environnement de développement, c'est là où tous les développeurs travaillent, mais c'est un environnement où il n'y a que les développeurs qui ont accès. Quand les développeurs ont fini leur travail, ils vont mettre le code qu'ils ont créé sur un deuxième environnement de test. Alors, selon les entreprises, il peut y avoir plein d'environnements de test, hein. Mais en tout cas, cet environnement de test n'est toujours pas accessible du grand public. Ça reste à l'intérieur de l'entreprise, le temps que des gens fassent des tests, vérifient que le logiciel ne comporte aucun bug, aucune faille de sécurité, que les performances soient correctes. Et puis enfin, quand toutes les validations sont obtenues, alors là, on va livrer le code en production, c'est-à-dire sur l'environnement accessible au grand public. Et là, il ne faut absolument pas qu'il y ait de bugs ou de failles, parce que n'importe qui pourra les exploiter et ce serait potentiellement catastrophique. Voilà, donc ça c'est pour l'explication du terme production. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que le développeur indique à ses collègues, attention, il y a un truc à enlever avant d'envoyer le code en production. Mais sauf que le truc, ben, visiblement, il est encore là. Et ça pourrait être un indice pour nous, parce que potentiellement, le développeur a oublié de l'enlever avant d'aller en production, ce qui introduit probablement une faille de sécurité que nous allons essayer d'exploiter. Alors, il reste à comprendre ce que ça veut dire tout ça. Bon, on dirait clairement une chaîne chiffrée. Bon, c'est pas encodé avec du base 64 ou un truc comme ça, hein, ça ressemble pas du tout à ça. On dirait plutôt un chiffrage, un chiffrement par substitution monoalphabétique. Et classiquement, dans les CTF, le plus courant, c'est le fameux ROT13. Donc, on avait fait une vidéo précédemment sur César et le ROT13. Je vous invite à vous y reporter si ça ne vous parle pas. Mais pour ceux qui connaissent, eh bien, on va essayer de déchiffrer en supposant que c'est du ROT13. Alors, comment faire ça? Bon, d'abord, je colle la chaîne, je copie la chaîne, pardon. Ensuite, je cherche ici ROT13 décode. Je prends le premier et on tombe sur un site qui est assez utile, hein, rot13.com. Je copie la chaîne de caractères et qu'est-ce qu'on obtient? Oh, une chaîne en clair. Super. Donc c'était bien du ROT13. Alors, c'est une note d'un développeur, probablement un certain Jack, qui dit, ben voilà, pour un temporary bypass, utilisez cette directive dans le header. Alors là, ça nous intéresse parce que un bypass, c'est certainement pour bypasser l'authentification par mot de passe. Alors pourquoi un développeur aurait besoin de faire ça? Eh bien, on peut imaginer que au cours de ses tests,
c'est très fastidieux de saisir à chaque fois son login, son password, et que donc ils mettent en place un raccourci, une sorte de façon d'y accéder plus simplement. Mais maintenant le problème c'est que s'ils laissent cette porte dérobée en production, bah, c'est catastrophique parce que du coup n'importe qui peut l'utiliser. Alors en plus là il laisse un commentaire disant comment utiliser. Donc là c'est vraiment la totale. Bien, alors du coup ce qu'on va essayer de faire, eh bien on va essayer d'appeler l'URL ici la login comme indiqué ici, mais en rajoutant dans le header cette directive-là. Et on va voir si on y arrive. Alors pour faire ça, on va utiliser la commande curl qu'on avait vue dans la précédente vidéo sur le Swagger UI. Et il nous faut quand même un interpréteur de commande, c'est-à-dire euh, un endroit où la commande peut être exécutée. Et justement, notre plateforme préférée ici propose ce genre de choses. C'est la petite icône en haut ici. Donc je clique dessus et il nous propose un web shell. Alors on verra plus tard les shells sous Unix et tout ce qu'on peut faire, mais en gros c'est un interpréteur de commandes ici, on peut taper tout un tas de trucs. Alors par exemple la commande classique en Linux ls qui va lister les fichiers disponibles, et on va essayer d'utiliser cet interpréteur de commandes pour faire notre curl. Alors allons-y. Donc comment ça marche? On va faire un curl et on va lui dire d'aller. Alors on va faire exprès de faire quelques erreurs pour apprendre au fur et à mesure. Donc bien sûr, quand on fait un curl, eh bien, il faut lui dire sur quoi on fait un curl. Donc allons-y, on va lui dire, vas-y, fais-moi un curl sur cette URL. Voilà. Le résultat, c'est ça. Il nous dit quoi? Il nous dit cannot get slash login. C'est-à-dire, il n'accepte pas la méthode get. C'est pas tellement surprenant parce que dans le code ici, on faisait un post. Donc forcément, nous, on essaie avec un get, c'est mal barré. Ok, donc j'ai copié ici notre commande et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui préciser que en fait on veut utiliser la méthode post. Donc pour faire ça, on rajoute l'option post. Allez, on réessaye pour voir ce que ça donne. Je colle, hop, et il me dit, voilà. Alors là, cette fois-ci, on n'a pas la même erreur. Il nous donne bien une réponse en JSON avec les deux données auxquelles on s'attendait, donc l'attribut success et un attribut, donc là c'est error. Success est valorisé avec le booléen false et c'est exactement ce qu'on avait obtenu tout à l'heure dans la console. Eh bien, on va essayer de progresser et cette fois-ci, on va essayer d'ajouter ce que on a trouvé ici, c'est-à-dire xdev access AIS. Alors, j'ai pas bien tout copié, je refais. Hop, on va essayer d'ajouter cette directive dans le header. Alors rappelez-vous, pour rajouter dans le header, on fait "-h" et on colle le header. Est-ce que ça va marcher? Alors on essaye, je retourne dans le web shell, je copie la nouvelle commande et il me dit quoi? Il me dit user not found. Donc c'est pas la même erreur. Ok, alors on progresse. Pourquoi il nous dit user not found? Eh bien c'est tout simplement parce qu'on lui a pas passé le body. Donc on n'est pas dans la même situation qu'ici. D'ailleurs, on n'a pas non plus passé le content type. Alors pour se remettre exactement dans la même situation, on va rajouter à la fois cet élément-là dans le header et à la fois on va rajouter le body qui est le JSON qu'on avait vu tout à l'heure. Donc je copie ça. On va se reconstruire notre commande ici. Donc je mets un "-h". Voilà. Alors on va le mettre en JSON comme ceci. Et après, pour le body, c'est les data, donc c'est "-d". Et qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Eh bien, rappelez-vous, on l'avait vu dans la console tout à l'heure. Donc c'était dans Network,
et c'était dans le payload, et c'était ceci. Donc on copie ce morceau de JSON, on le colle ici, alors entre simple quote, et voilà. Donc là, on lui précise bien qu'on fait un post, on précise bien qu'on est sur l'URL slash login, hein, comme là où on envoie le formulaire. Dans le header, on a bien la directive que le développeur nous a dit d'ajouter. On ajoute aussi ce qui était déjà là, et on rajoute le payload avec les datas. Allez, c'est parti, on va lancer tout ça dans le web shell, et cette fois-ci, on va voir si ça marche. Donc je retourne ici, on va sauter quelques lignes pour clarifier. Je colle, voilà, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit failed to connect. Alors, pourquoi? Eh bien, peut-être que notre instance ne tourne plus parce qu'on a mis trop de temps. Alors, voyons voir. Voilà, ben oui, effectivement, apparemment l'instance n'est plus up. C'est pas grave, on relance l'instance. Voilà. Alors du coup, je vais fermer les anciennes fenêtres. On y retourne. Alors là, l'URL, attention, a un petit peu changé, hein, c'est plus le même port. On verra ces notions de port un peu plus tard. Mais du coup, je copie le nouveau port. Je remplace ici le nouveau port. Et là, normalement, on devrait être bon. Je copie tout ça. Je retourne dans le web shell. Voilà, alors mon web shell a planté, donc je l'ai redémarré. Et maintenant, on va pouvoir essayer de taper notre commande. Alors comme j'ai redémarré l'instance, j'ai à nouveau changé ici le port. Il y avait aussi une petite erreur ici, j'avais simplement oublié les guillemets dans le JSON, mais si on fait ça, eh bien ça ne marche pas. Alors essayons notre commande. Donc ici, je fais bien un post sur la bonne URL avec le bon port que je viens de mettre à jour. Dans le header, je lui mets le header que le développeur nous a dit qu'on pouvait mettre pour bypasser le contrôle, et on garde le header qui existait tout à l'heure, qui existait avant. Et dans les datas, je lui passe un morceau de JSON bien formé parce que cette fois-ci, les guillemets que j'avais oubliés, je les ai rajoutés. Et cette fois-ci, on espère que ça va marcher. Je copie et je colle. Hop, j'ai bien collé ce qu'il fallait. C'est parti. Et il nous dit, eh bien, il nous répond. Et cette fois-ci, effectivement, dans la réponse, on voit qu'on a le flag. Ok. Eh bien, on va le copier et on va voir si ça marche. Je le colle, je soumets et c'est bon. Ok, parfait. Voilà, donc la commande curl, elle est extrêmement utile. On aurait pu faire autrement, par exemple avec un outil comme Burp, qu'on verra plus tard. On aurait pu intercepter le trafic HTTP, rajouter dans le header la directive qui allait bien, et puis laisser passer la requête jusqu'au serveur. Et dans ce cas-là, on aurait eu le même résultat. On arrive à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à vous abonner si vous le souhaitez. On se retrouve prochainement. En attendant, prenez soin de vous et vive la cyber.